Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant, engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! La gamification dans un parcours de formation permet de transformer l'apprenant, le faisant passer d'un simple spectateur à un véritable participant actif. Elle capte et maintient son attention grâce à des interactions engageantes et favorise son adhésion au parcours de formation. Mais comment gamifier efficacement ces formations? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Muletier, expert en gamification et auteur d'un livre sur le sujet paru aux éditions Erol. Dans cet épisode, Clément va nous dévoiler les principes clés de la gamification, illustrés par des exemples concrets, et nous donner des conseils pratiques pour maximiser l'impact de vos formations. Bonne écoute! Bonjour Clément! Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode pour échanger sur la gamification. Donc, tu as participé à plus d'une centaine de projets de gamification, donc aussi bien dans le domaine du B2B que du B2C. Et donc, je suis sûre que tu vas nous donner de nombreux conseils. Oui, merci de m'inviter Anne-Marie. Je suis très très content, surtout que la formation, la gamification de la formation, c'est vraiment un des sujets dans lesquels je crois le plus et qui m'intéresse le plus. Donc ravi d'être là. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou à Elodie Primo, donc qui nous a permis de nous rencontrer. Donc coucou Elodie. Oui, merci à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis Clément Muletier. Ça fait maintenant 13 ans, un peu plus de 13 ans que je travaille dans le domaine de la gamification. En fait, j'ai toujours fait ça depuis la fin de mes études. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la gamification lors de mes études d'économie, parce que pour moi, il y a plein de liens en fait entre l'économie et la gamification. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans en tant que consultant indépendant, donc aussi bien pour des grands groupes que des startups, et sur des sujets d'application grand public ou d'application pour les collaborateurs. Et ensuite, j'ai eu une expérience aussi de consultant, donc toujours en lien avec la gamification, en transformation digitale, donc notamment des sujets de transformation avec Salesforce, le CRM, comment les grands groupes peuvent mettre en place Salesforce et comment on peut aider ça avec la gamification. Et puis maintenant, je suis consultant chez Objo, qui est un éditeur de logiciels, donc qui édite une plateforme pour motiver les équipes commerciales, notamment en leur permettant en fait d'organiser des challenges. Et le but en fait, c'est d'aider les services commerciaux tout simplement à atteindre les objectifs. Et puis tu as écrit aussi 2 livres, je crois, et tu as un blog. Oui, c'est ça. Alors en fait, voilà, le sujet de la gamification, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et sur lequel je suis vraiment curieux. Et donc c'est vrai que depuis le début, j'ai toujours eu cette envie d'écrire du contenu. Donc j'ai fait un blog effectivement qui s'appelle El Gamificator. Et puis j'ai écrit 2 livres qui sont publiés donc chez Erol. Le premier en 2014. Et le deuxième est sorti en 2023. Et là, c'est vraiment une méthode de design, en fait, de design thinking, pour mettre en place des programmes de gamification. Passionnant. Et donc, qu'est-ce que la gamification? Alors, la gamification, alors c'est ma définition personnelle, parce qu'en fait, voilà, la gamification, c'est vrai que au sens large, c'est de mettre du ludique, donc des techniques de jeu dans des contextes qui ne sont pas des jeux, pour en fait engager les individus dans ces contextes-là. Donc ça, c'est la définition large. En fait, on repose sur les mécaniques de jeu
et en fait on vient en tirer finalement leur essence, c'est-à-dire la capacité du jeu à nous engager, à nous attirer, à nous exciter, etc. Donc moi maintenant, ma définition plus dans ma pratique, c'est d'utiliser ces mécaniques de jeu pour aider les individus à atteindre leurs objectifs. Donc c'est vraiment le point important, c'est dans une démarche de design en fait, c'est j'ai un objectif, j'ai un utilisateur qui a un objectif, et ben je vais l'aider grâce à la gamification. Et notamment en fait l'aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la gamification, l'utilisateur va être fidèle, il va être persévérant, et donc à la fin il va atteindre son objectif parce qu'il sera resté dans l'expérience. Et est-ce que tu peux, pour illustrer, nous donner des exemples de gamification réussie que l'on peut trouver dans notre quotidien? Ouais, alors bien sûr. Alors dans le quotidien, c'est vrai que les applications vraiment très connues, elles sont de plus en plus présentes sur les stores d'applications grand public qu'on peut télécharger. Et alors, je pense qu'un exemple que tout le monde connaît, c'est Duolingo. Donc, c'est la gamification de la formation, de l'apprentissage des langues. Et pour moi, Duolingo, c'est vraiment c'est quasiment le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple au monde de gamification. Et donc là, le but, c'est de chercher à fidéliser l'utilisateur et de l'aider à être assidu dans son apprentissage. Et donc, en fait, l'utilisateur, quand il télécharge Duolingo, il sait qu'il a plus de probabilités de progresser parce que grâce à la gamification, il va être fidèle. Donc Duolingo, pour moi, c'est un super exemple parce que c'est aussi bien, et je pense qu'on y reviendra dans la discussion, mais c'est aussi bien la gamification du parcours, donc comment je rends fidèle l'utilisateur, que la gamification du contenu en lui-même, de la leçon en elle-même, c'est-à-dire comment je rends cette leçon intéressante, attractive à suivre et plaisante à suivre. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Après, un autre exemple qu'on peut citer, je pense, et là pareil, tout le monde le connaît, c'est Waze, le GPS Waze. Donc à la base, ce qu'il faut bien comprendre, la genèse de Waze et ce qui le différencie des autres GPS à l'époque, c'est-à-dire on est je sais même plus, mais c'est fin des années 2000 ou tout début des années 2010. Et en fait, Waze se démarque par son système de gamification qui va inciter en fait les utilisateurs à faire des signalements. Donc, grâce aux utilisateurs et grâce à la gamification, on va savoir qu'il y a un accident à tel endroit, qu'il y a des bouchons à tel endroit, etc. Et à l'origine, à cette époque, c'est vraiment ce qui permet à Waze d'avoir ces informations. Maintenant, ces informations, on les a on les a de manière très technologique en fait, parce qu'on a des flux de données très très importants. Mais à l'époque, la gamification, elle a vraiment un rôle crucial dans le service qui est fourni à l'utilisateur. Donc voilà, donc c'est un très bel exemple. Et aujourd'hui, la gamification continue sur Waze parce que clairement, ça permet de fidéliser les utilisateurs. Et voilà. Et après, un autre exemple, peut-être un dernier exemple que j'aime bien, c'est Strava, c'est du sport. Et là aussi, la gamification est très présente dans les applications sportives, presque autant que dans les applications de learning. Et en fait, Strava donc c'est une communauté d'utilisateurs. Et en fait, le coureur du dimanche, comme le coureur très assidu, va recevoir un certain nombre de feedbacks, des records personnels, il va pouvoir se positionner dans des classements, dans des challenges. Et donc, ça permet de créer une émulation entre sportifs sur Strava. Ben moi, dans Waze, j'adore gagner mes petits badges quand je notifie des travaux, des accidents ou autres. Voilà, j'aime bien gagner des points. C'est Ça ça. marche pour moi. C'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans Waze, il y a vraiment ce côté où on se sent utile. Moi, en gamification, on appelle ça le sens épique. C'est le fait que, voilà, par nos petites actions,
on peut bénéficier en fait à des milliers d'automobilistes. Et donc ça, on voit qu'on a un rôle à jouer. Et ça, c'est très intéressant pour toutes les expériences de gamification. Et dans ton livre, tu évoques les ingrédients de l'engagement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tes ingrédients de l'engagement vont être les mêmes que les miens? Ah, réponse dans quelques secondes alors. Alors, pour moi, les ingrédients de l'engagement, donc il y en a 3. Alors, c'est les ingrédients de l'engagement et petite précision aussi, c'est que pour moi, c'est les ingrédients de l'engagement à long terme. Donc, il y a vraiment cette notion de long terme. Dans les expériences de gamification, c'est toujours pareil. Comme on veut aider l'utilisateur à atteindre son objectif, en général, on sait qu'un objectif, on va pas l'atteindre en fait en quelques minutes. Donc, ça nécessite d'avoir un engagement quotidien, d'être persévérant, etc. Et donc, les 3 ingrédients de l'engagement, c'est le sens. Et le sens, c'est peut-être le plus important justement de ces ingrédients parce que justement, c'est définir l'objectif. Donc, ce fameux objectif que grâce au système de gamification, on peut aider l'utilisateur à atteindre en fait. Et donc cet objectif, ça doit être un objectif tout simplement qui a du sens. C'est-à-dire que en tant qu'utilisateur, je m'engage par exemple sur Duolingo parce que j'ai vraiment envie d'apprendre l'anglais, parce que j'ai envie d'aller aux États-Unis, parce que j'ai envie de visiter et donc j'ai envie de pouvoir parler un peu. Et donc ça, c'est un objectif qui a du sens. Et du coup, je vais sur Duolingo et je sais que Duolingo va m'aider à atteindre cet objectif. Donc, la première chose, c'est le sens, et c'est ce qu'on pourrait aussi rapprocher en psychologie du principe d'autonomie. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, je vais définir de manière autonome l'objectif que j'ai envie de poursuivre. Et donc ça, c'est un levier qui est très puissant pour l'engagement. Donc, une fois qu'on a défini le sens, qui est ce premier ingrédient, eh ben, le deuxième, c'est la progression. C'est qu'il faut que, d'une manière ou d'une autre, l'application ou l'expérience qui est proposée, donc par exemple Duolingo, il faut que Duolingo nous permette réellement de progresser vers l'objectif. Donc, c'est faire en sorte que l'utilisateur soit conscient de la progression qu'il a. Donc, c'est principalement le feedback. Je fais des leçons et leçon après leçon, je comprends que effectivement j'ai progressé dans ma pratique, je connais plus de vocabulaire, je connais plus de conjugaisons, etc. Et donc ça, c'est fourni par le feedback. Et donc en gamification, ça veut dire, par exemple, monter un niveau, gagner un badge, gagner des points, etc. Tout ça, c'est des feedbacks en fait qui prouvent à l'utilisateur qu'il a progressé. Et donc, quand on poursuit un objectif qui a du sens, c'est très important d'être capable de constater qu'on a progressé. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est le call to action. Et le call to action, il est là pour casser la routine, en fait. C'est de se dire que si je m'engage dans une expérience qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, eh ben, il faut que de temps en temps, j'ai un élément qui vienne casser la routine. Donc, il faut que le système de gamification me donne un challenge particulier, fasse un challenge en équipe avec d'autres utilisateurs. Bref, il ne faut pas que les mécaniques de gamification qui soient utilisées restent les mêmes semaine après semaine. Oui, donc c'est un peu la boucle de l'engagement, ce que tu viens de nous décrire. C'est ça, oui. Alors la boucle de l'engagement, effectivement, elle vient notamment sur la progression, c'est-à-dire je fais une action et je récupère du feedback. Donc ça, c'est la boucle d'engagement. Et effectivement, le CTA, le call to action, il va venir faire en sorte que cette fameuse action qui est demandée, et pareil que les feedbacks qu'on va recevoir, ils soient pas toujours les mêmes. Donc voilà. Et par contre, le sens, lui, il reste toujours là comme la base de ce pourquoi on est là en fait. Et justement, tu as également créé un canevas
donc pour créer un système de gamification, pour nous guider lorsqu'on souhaite créer ce système. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne? Oui, alors effectivement, donc le but du Canva, en fait, c'est de fournir une méthode étape par étape pour créer une expérience d'engagement à long terme, donc une expérience de gamification. Et il est structuré justement autour de ces 3 ingrédients de l'engagement. Donc en fait, sauf qu'en fait, le Canva va venir approfondir ces ingrédients, ajouter plus d'éléments, de points de compréhension, pour en fait qu'on n'oublie rien dans chacun de ces 3 ingrédients. Donc je vais pas le détailler parce que ça serait trop long, mais en gros, pour le sens, on va réfléchir justement aux objectifs à court terme, à long terme, aux motivations qu'on a à poursuivre cet objectif, et on va aussi s'attarder sur le storytelling. Donc comment on peut là pour le coup de manière finalement plutôt exogène, parce que quand on parle d'objectifs et de motivation, on parle vraiment des motivations propres de l'individu. Le storytelling, c'est comment dans l'expérience on va créer un cadre, une histoire, un thème qui va résonner pour l'utilisateur. Donc ça, c'est le sens. Après, la progression, c'est vraiment, on l'a déjà un peu abordé, c'est vraiment faire progresser l'utilisateur. Et donc là, on va sélectionner en fait les mécaniques de gamification, les niveaux, les badges, les classements, etc. Et puis enfin, le call to action, donc c'est d'apporter des éléments qui cassent la routine, donc des événements, et aussi, chose très importante, c'est tout le début de l'expérience, ce qu'on appelle l'onboarding. Donc on va vraiment s'attarder à faire en sorte que le début de l'expérience soit vraiment attractif pour l'utilisateur. Je te propose de voir ça maintenant appliqué à la formation. Donc, dans une formation, il y a 3 étapes, avant, pendant et après. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils de gamification pour chacune de ces 3 étapes? Oui, alors complètement. Je pense que sur cette question justement des temporalités, pour le coup, je prends un peu le contre-pied de la question. Même si il faut quand même préciser que, comme dans toute expérience justement de gamification, ce que je trouve vraiment important et ce qui est parfois un peu sous-estimé dans les entreprises, c'est la phase d'onboarding. Donc la phase d'onboarding qui est toujours très importante, où la bonne pratique en termes de gamification, c'est clairement pour cette phase de récompenser assez rapidement au début l'utilisateur, lui montrer qu'il progresse justement avec des feedbacks très très fréquents, essayer de lui faire des actions qui sont simples et du coup sur lesquelles il va avoir un retour très rapide sur ce qu'il a fait. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand je disais que je prends un peu le contre-pied de la question là-dessus, c'est que selon moi, une expérience de formation gamifiée idéale, en fait, ça se base sur une volonté de se former finalement continuellement. C'est l'idéal. C'est-à-dire que on n'a pas forcément de notion de avant, pendant, après. Et en fait, pour le coup, cette vision, elle est assez influencée aussi par ce que je fais actuellement chez Objo. C'est-à-dire que, en fait, on observe que pour que les collaborateurs soient vraiment motivés, et là, je parle même pas de formation, je parle même pas de formation, mais en fait, pour que les collaborateurs soient vraiment motivés, par exemple, à utiliser un nouveau logiciel, je parlais de Salesforce en introduction, donc un CRM. Les commerciaux, ils viennent sur leur logiciel CRM, ils entrent des contacts, ils entrent des opportunités. Et en fait, pour qu'ils soient vraiment intéressés à avoir cette démarche d'utiliser le logiciel, il faut que ce logiciel-là, il soit vraiment lié à leur opérationnel, c'est-à-dire à leur quotidien opérationnel, ce qu'ils font au quotidien dans leur métier. Et donc, plus on peut lier en fait l'utilisation du logiciel à un métier opérationnel et que ce logiciel leur rend service, c'est-à-dire qu'ils voient bien en quoi ça peut les aider. Pour les commerciaux, en plus, si on rajoute
par-dessus ça le fait qu'ils peuvent voir une corrélation un peu avec leur rémunération variable, avec leurs primes, etc., eh ben, on a plus de chances d'avoir finalement un engagement important de ce groupe de collaborateurs. Et donc, pour moi, la formation, finalement, elle vient se greffer comme ça à une expérience de la même manière, c'est-à-dire que plus on peut faire en sorte qu'une formation soit liée au quotidien opérationnel, c'est-à-dire pour un commercial, par exemple, dans le domaine de l'assurance, j'ai des assurances auto à vendre, j'ai un objectif d'assurance auto à vendre par jour. Si je peux lier le fait de faire la formation, donc sur une même, finalement sur une même plateforme, je lie mon objectif d'assurance auto et donc de vente d'assurance auto et mon objectif de formation sur une nouvelle offre d'assurance auto. Là, je vais réussir à vraiment faire en sorte que la formation elle soit liée à mon quotidien opérationnel. Donc pour moi, c'est plus ça l'idéal que je poursuis, c'est-à-dire en fait une formation qui soit vraiment dans le quotidien et qui aide vraiment à aller vers un objectif opérationnel. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure manière de lier le avant, pendant, après. Et du coup, dans ce contexte-là, par rapport au avant, pendant, après, eh bien, ici, en fait, c'est vraiment dans le quotidien, donc il n'y a pas trop de notion justement de temporalité de la formation. Et ce que je constate aussi assez souvent donc dans la conception d'e-learning, c'est que on fait la confusion entre la gamification et les activités interactives. Souvent, on voit des activités interactives qui sont implémentées donc dans l'e-learning et les concepteurs peuvent penser que c'est de la gamification. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre gamification et activité interactive? Oui, alors effectivement, tu fais bien de poser cette question. Je pense qu'elle est très importante et elle entraîne parfois des confusions. Et en fait, elle est liée finalement à la définition qu'on a de la gamification et aussi à l'objectif qu'on a en tant que concepteur. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, il y a bien deux types de gamification. Il y a une gamification que j'appelle intra-session. Et donc là, c'est vraiment la gamification qui vise à rendre le contenu attractif et à faire en sorte que finalement, il y a une leçon, en général peut-être une leçon assez courte, et je vais la suivre de A à Z parce que le contenu va être interactif. Et ça va faire que je ne vais pas décrocher au milieu de la leçon. Donc au moins, j'aurais réussi à être engagé pendant les 10 minutes ou 15 minutes de la leçon. Ou alors même, on peut réfléchir à une formation en présentiel où là, j'aurais des interactions avec des quiz, des applications, des choses qui se pratiquent de plus en plus. Donc ça, c'est la première chose. Cette gamification intra-session, c'est aussi pour prendre une expérience justement que tout le monde connaît, Duolingo. Quand on fait une leçon Duolingo, on voit qu'on a, parfois on a des thèmes à réaliser, des versions à réaliser, on a des étiquettes à déplacer. Parfois, il faut qu'on utilise le langage oral, en fait, il faut qu'on parle. Et donc tout ça, c'est au sein même d'une même leçon qui va durer pas plus de 3 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment comment on rend attractive le contenu. Et d'ailleurs, alors dernier point là-dessus, c'est une petite anecdote. C'est en fait dans le game design, on a ce qu'on appelle l'information en cascade. Et en fait, c'est faire la répétition. C'est utilisé d'ailleurs en learning, c'est le principe de scaffolding, donc d'échafaudage, où on répète et puis après on ajoute petit à petit des petites compétences au fur et à mesure pour réaliser la montée en compétences. Et en fait, donc c'est une technique qui est aussi utilisée en game design.
Et notamment, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est si on regarde le premier niveau de Mario Bros, donc le tout premier Mario qui est sorti, on voit en fait que les game designers utilisent vraiment cette technique-là. Je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, au tout début, on peut juste sauter. Donc on saute 2-3 fois. Et puis après, on apprend à tuer un ennemi qui est sur notre route, etc. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans Duolingo. Donc en fait, il y a vraiment dans Duolingo la fusion entre l'idée de scaffolding du learning, en fait, qui est pratiqué dans le learning, et ce qui est fait dans le game design. Donc à ce titre-là, voilà, la gamification intra-session de Duolingo est très très réussie, comme la gamification du parcours de formation. Et donc là, on arrive sur le deuxième volet. Et la gamification du parcours de formation, c'est de faire en sorte que je revienne leçon après leçon sur l'application, parce que justement j'ai progressé, j'ai d'autres objectifs à remplir, etc. Et donc grâce à cette gamification du parcours, là on est plus justement, on revient un peu sur le sens, et toutes les techniques de feedback, donc qui sont l'ingrédient de progression, et ben ils servent finalement à montrer que voilà, je suis en train d'atteindre mon objectif. Donc ça c'est très important pour la fidélisation à long terme. Et voilà. Et donc, pour le coup, ces deux aspects de l'engagement, de la gamification, c'est des compétences qui sont différentes pour le coup. Il y a une base commune, un peu de game design, mais voilà, c'est vraiment différent. La compétence pour arriver à captiver devant son écran un utilisateur, elle n'est pas du tout la même que la compétence pour arriver à fidéliser un utilisateur mois après mois. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et c'est comme le storytelling, par exemple, c'est une compétence aussi particulière, hein, d'arriver à raconter des histoires, etc. Et à le mixer avec la gamification. Exactement, c'est multidisciplinaire, et c'est pour ça qu'en général d'ailleurs sur les équipes de design, les équipes produits, dans tous les domaines, il y a effectivement des compétences très très diverses. Et est-ce que tu as constaté des erreurs qui reviennent très souvent dans l'intégration de la gamification dans les parcours de formation? Quelles seraient ces erreurs à éviter? Oui, alors pour moi, alors c'est vraiment des erreurs de design, d'expérience de gamification. La première, alors c'est pas forcément des grosses erreurs, mais c'est plus des choses qui sont négligées et qui peuvent qui peuvent un peu mettre à mal l'efficacité. Mais la première, c'est lié à l'ingrédient du sens. En fait, c'est de pas suffisamment travailler justement le sens de la formation. Donc, c'est pourquoi l'utilisateur a envie de valider la formation, de valider la certification. Tout simplement, il faut avoir... et en fait, ça, c'est encore une fois, c'est le principe d'autonomie. C'est si je ne suis pas autonome dans la sélection de mon objectif, c'est plus difficile de vraiment motiver à long terme. Donc ça c'est la première chose. Et donc ça c'est pas que lié à la formation, hein, c'est dans tout système. Ensuite on a on a justement le fait de confondre gamification intra-session et gamification du parcours. Donc ça c'est important, on vient d'en parler. Moi, personnellement, j'ai tendance j'aurais tendance à plus prioriser cette notion de gamification du parcours. Et puis, enfin, je pense que je peux terminer sur une autre erreur. Et là, c'est plus un clin d'œil, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de badge. Qui est assez connu en général, qui
qu'il y ait une espèce de mécanique de gamification que tout le monde utilise, ou en tout cas quand on veut faire de la gamification, parfois on dit ben voilà, on va faire 3-4 badges et puis ça va être efficace. Mais en fait, très clairement, le badge c'est efficace, mais en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le badge, c'est ni plus ni moins qu'une récompense à valeur symbolique. Donc, si l'utilisateur qui va recevoir ce badge n'accorde pas la même valeur symbolique, n'accorde pas la valeur symbolique escomptée à ce badge, dans ce cas, ça va juste pas fonctionner. Donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que sur certaines applications grand public, il y a certaines personnes qui veulent gagner des badges, qui veulent gagner les badges, et puis d'autres, quand on leur demande si ça les intéresse, ils disent pas du tout. En fait, c'est simplement parce que la valeur symbolique qui est associée n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est là qu'on entre dans les réflexions qu'on doit avoir sur la motivation, qu'est-ce qui motive, et à ce titre, parfois, il y a un utilisateur qui aura pas envie de gagner un certain badge, par exemple un badge qui repose plus sur le levier de la compétition, mais par contre, il sera très content de gagner un autre badge qui repose sur un autre levier qui est plus de l'ordre de l'accomplissement personnel, de la progression personnelle, etc. Donc voilà, sur cette thématique des badges qui est en général bien connue, juste se rappeler que derrière ça, il y a une valeur symbolique et se poser la question de si les utilisateurs seront sensibles à cette valeur-là, quoi. Ben justement, tu me tends la perche pour mon autre question. Donc, tu parles justement de l'appétence des personnes pour certains badges. Donc, quelles sont selon toi les limites justement de la gamification? Est-ce qu'il y a par exemple aussi une notion d'âge? Est-ce que des jeunes vont être plus sensibles à la gamification plutôt que des personnes plus seniors? Qu'est-ce que tu en penses? Sur ça, sur la question de la démographie, pour moi, il n'y a pas de différence entre, par exemple, l'âge ni le sexe, d'ailleurs, par rapport à l'attrait pour le jeu. Donc, il y a plein d'études qui le démontrent année après année, où en fait, on voit très bien que clairement, que ce soit des moins de 18 ans ou des plus de 60 ans, même des plus de 60 ans, hein, ils jouent à des jeux. Alors, ils jouent pas forcément au même jeu, mais clairement, sur le smartphone d'une personne de plus de 60 ans, il y a des jeux en moyenne, et il y en a autant que sur une personne de moins de 18 ans. En gros, c'est à peu près ça. On mettra les chiffres, on mettra l'étude, les études dans les liens, mais clairement, pour moi, il n'y a pas de différence d'âge. Par contre, ce qui peut intervenir, c'est qu'il peut y avoir une différence de familiarité avec l'utilisation des technologies, pour le coup. Et ça, on peut le constater un peu. Moi, je l'ai déjà constaté sur des projets où, au niveau de la démographie, il y a peut-être un peu moins d'appétence à l'utilisation d'une application, plus on avance en âge. Donc ça c'est pour la partie des démographies, mais encore une fois, vraiment pour moi, ça c'est pas la limite de la gamification. Je le mets pas dans les limites. Parce que vraiment on est tous joueurs, donc voilà. Par contre, pour moi, une des limites principalement à la gamification, et celle-là elle est vraiment importante, et elle est simple, hein, c'est la notion de répétabilité de l'action. Alors, pour être clair, en fait, la gamification, elle fonctionne sur le principe du feedback. C'est-à-dire que l'utilisateur
reçoit des informations ou une récompense, des points, il monte dans un classement suite à une action qu'il a faite. Donc, par exemple, si je valide un quiz de formation, je vais avoir mes 10 points, mes 100 points, etc. Donc ça, c'est du feedback. Et donc, pour que cette expérience de feedback, elle fonctionne, et ben en fait, il faut en fait que cette expérience, elle soit fréquente. Si j'ai un quiz à remplir par mois, en fait, ça va pas avoir de sens de revenir sur mon application pour regarder mon profil d'utilisateur et voir que 2 semaines après, j'ai toujours juste mes 10 points parce que j'ai gagné un quiz. Mais quand je reviens sur l'application, il n'y a pas d'autres quiz à faire. Donc, en fait, je peux pas progresser. Donc, c'est pas intéressant. Donc, en fait, pour que la gamification fonctionne, il faut qu'il y ait une certaine répétabilité, une certaine fréquence, en fait, des opportunités à s'engager avec le système de gamification. Et donc ça, dans plein d'expériences, on peut pas cocher cette case, en fait. Moi, souvent, on vient pas uniquement dans mon travail, mais comme ça, quand j'échange avec des personnes que je connais dans le monde professionnel et qui me demandent alors tu ferais quoi pour gamifier telle ou telle expérience, et ben souvent en fait je dis c'est pas intéressant de gamifier parce qu'il n'y a pas de fréquence suffisante du comportement. Donc ça c'est une vraie limite. Et après, la deuxième limite, on l'a déjà bien évoqué jusqu'à maintenant, c'est la notion de motivation intrinsèque, extrinsèque. Et donc en fait, pour être très clair, c'est si on prend le domaine de la formation, mais c'est valable pour tous les domaines, l'apprenant doit avoir une réelle motivation à poursuivre son objectif et à acquérir la compétence. Donc, même si le système de gamification est très bien conçu, ça va pas permettre de motiver une personne qui, de toute façon, n'a pas envie d'acquérir, n'a pas de raison valable, profonde pour s'engager dans cette formation et pour valider la compétence. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le principe d'autonomie. Et en gros, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est de faire en sorte que l'objectif qu'on poursuit, il vienne de nous-mêmes. Parce que en fait, nous-mêmes, on se dit, ça serait bien que je cours un marathon, parce que si je cours un marathon, ça va me permettre de faire du sport et c'est bon pour ma santé. Et voilà, cet objectif de courir un marathon, je me le suis défini pour moi en autonomie. Et donc, si je m'inscris sur Strava va vraiment m'aider à atteindre cet objectif. Mais si à la base, j'ai pas envie de courir du tout, la capacité de Strava à me motiver, elle va être limitée. Donc c'est une limite de la gamification qui est propre du coup à la volonté des individus de poursuivre l'objectif proposé par l'application à l'origine. D'où l'intérêt de bien connaître sa cible avec le persona. Puisque si on connaît bien sa cible, on va connaître ses motivations et donc on va pouvoir adapter la mécanique de gamification à son persona. Exactement, ouais, c'est complètement fondamental en fait de bien connaître les utilisateurs, les individus. Et comme dans toute démarche de design en fait, la gamification c'est une démarche de design et dans toute démarche de design il faut connaître son utilisateur. Eh bien, Clément, nous allons arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc, quel conseil donnerais-tu à un responsable formation ou à un ingénieur pédagogique ou un formateur qui souhaiterait commencer à intégrer un peu de gamification dans ses parcours de formation? Oui, alors je pense que sur ça, j'ai deux conseils. Alors, le premier, c'est un peu ma vision personnelle, mais justement, on parlait de gamification intra-session versus gamification du parcours de formation. Là, je prêche un peu ma paroisse, mais en général, je trouve que c'est plus simple de démarrer par la gamification du parcours
et que c'est plus rentable plutôt que de chercher à gamifier le contenu. Parce qu'en fait, dans la gamification du parcours, déjà, on va donner du sens. On va donner du sens à la formation, contrairement à la gamification plus du contenu directement. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que pour gamifier le parcours, en fait, on n'a pas besoin de forcément tout retravailler le contenu, et on peut directement intégrer dans un tout qui devient plus cohérent tout le contenu qu'on a déjà. Donc en fait, on prend du contenu visio, du contenu sur tous les supports qu'on peut avoir, tous les formats, etc. Et en fait, on va regrouper ça, et grâce à la gamification du parcours, on va donner du sens à toute cette bibliothèque de contenu. Donc en général, je trouve ça assez intéressant. Enfin, je trouve que c'est assez quick win d'arriver à faire la gamification du parcours, parce qu'encore une fois, ça donne du sens. Et pour moi, le sens, c'est vraiment la motivation intrinsèque. Donc c'est ce qui est le plus engageant à long terme. Donc ça, c'est le premier conseil. Et après, alors le deuxième conseil, on en a déjà parlé. C'est, si possible, d'arriver à lier la formation, les KPI de formation avec les KPI opérationnels de performance. Donc, encore une fois, pour un vendeur, j'ai sur ma plateforme un KPI de vente de produits d'assurance. Dans le mois, je dois vendre 10 produits d'assurance. Et j'ai aussi un KPI suivi des formations, sur les produits d'assurance auto. Et donc, pour moi, là, encore une fois, toujours pareil, ce principe du sens, je trouve qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus fort quand on arrive vraiment à lier la formation avec l'opérationnel. Donc ça, c'est mes deux conseils, qui sont au final, liés au sens de l'expérience. Eh bien, merci Clément pour tous tes conseils sur la gamification. Donc, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, donc j'indiquerai ton contact LinkedIn. J'indiquerai également le lien de ton site El Gamificator, où on peut trouver le Canva pour créer son système de gamification. Tout à fait. J'indiquerai également le lien si l'on souhaite commander ton livre sur la gamification, donc la dernière édition. Super. Et puis le lien du site Objo, donc où tu travailles actuellement. Super, merci beaucoup Anne-Marie. J'étais très très content de participer à cet épisode. Eh bien, merci également à toi. J'étais également ravie de t'accueillir dans le podcast. Merci Clément. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.